Voilà, merci à tous et toutes d'être encore là. Donc la dernière partie, une partie qui s'annonce, on espère pour vous, tout aussi passionnante que les dernières, concerne la question de la démocratie pour la santé au travail. Un axe très cher, comme tous sûrement, à Laurent Vogel, mais on a choisi celui-là en dernier, expressément. On va commencer avec Thomas Coutreau. Thomas Coutreau, qui est économiste et statisticien. Il est chef du département conditions de travail et santé à la DARES, le service des études et de la recherche du ministère du Travail français. À ce titre, il est responsable des grandes enquêtes nationales sur les conditions de travail. Il a par ailleurs publié plusieurs ouvrages autour des thèmes du travail et de la démocratie. Et le dernier s'intitule « Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque, et pourquoi ça doit changer » aux éditions Le Seuil en 2018. Il est également animateur des ateliers Travail et démocratie, une association qui cherche à promouvoir la question de la démocratie au travail dans le débat public. Voilà, vous verrez qu'aujourd'hui, avant que je m'en aille ici, on a invité plusieurs chercheurs ou spécialistes ou experts français, parce que c'est certain que dans ce domaine, la France, évidemment, nous intéresse beaucoup et que sur certains points, elle est plus en avance et sur d'autres, pas plus que nous. Mais donc, voilà, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Thomas Coutreau, qui est également un proche de Laurent Vogel. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Ah oui. Oui, en fait, j'aurais dû mettre ça là-dessus. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, alors là, je vais plutôt parler, je vais pas trop parler au nom du ministère du Travail. Je vais plutôt parler en tant qu'animateur, disons, du débat public sur les questions de démocratie au travail. Et évidemment, je suis très content et très flatté d'être là et d'intervenir sur ce thème qui nous est cher à Laurent et à moi. Alors, je dirais que sans doute Laurent a compris avant moi l'importance et le lien consubstantiel entre travail, santé et démocratie. Je pense que peut-être une manière de poser, de montrer d'emblée ce lien, c'est de se référer à la définition de la santé que donne le philosophe français Georges Canguilhem, qui disait que la santé, enfin être sain, c'est non seulement être normal dans une situation donnée, mais c'est aussi être normatif dans cette situation et dans d'autres situations éventuelles. Donc être normatif, c'est-à-dire être capable, avoir la possibilité d'influer sur les normes, sur les règles qui organise la situation dans laquelle on se trouve plongé. Et ça, c'est la définition de la démocratie. Et donc la santé et la démocratie, et je pense que Laurent est une des personnes qui m'a fait comprendre ça, ont partie intimement liées simplement du fait même de la définition de ce que c'est d'être en bonne santé. C'est d'être capable d'évoluer et de peser sur l'environnement dans lequel on évolue. Alors, mon propos aujourd'hui va être pas général sur la question de la démocratie et de la santé, mais plus centré sur une question particulière qui revient au devant de l'actualité du fait que plusieurs organisations syndicales en Europe ont décidé de remettre, disons, cette revendication au goût du jour, la question de la réduction du temps de travail. Que ce soit du syndicat espagnol, allemand, français, donc notamment la CGT en France ou Solidaire, ont décidé de mettre en avant une campagne sur la réduction du temps de travail. Et je pense que c'est une idée intéressante, une idée qui mérite d'être peut-être réactualisée à la lumière des événements récents et ce qui s'est passé au cours de la pandémie, mais aussi au cours de la décennie qui a précédé. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a toujours un taux de chômage élevé en Europe, même s'il est un peu moins fort qu'il y a quelques années. Et on a aussi surtout des inégalités croissantes sur le marché du travail, des inégalités de statut d'emploi, avec des temps partiels imposés pour beaucoup de femmes, une ubérisation, une marchandisation avancée du travail, notamment par exemple des micro-tâches sur Internet. Et donc la réduction du temps de travail peut, dans ce cadre-là, être conçue comme un outil de réduction de ces inégalités
statut et de conditions d'emploi. La réduction du temps de travail aussi s'insère dans une vision écologiste. Les gains de productivité peuvent être affectés soit à l'accroissement du pouvoir d'achat global et donc à de nouvelles consommations et de nouvelles émissions de CO2, soit à une réduction du temps de travail et donc à un gain de qualité de vie pour tout le monde. Et donc là, il y a aussi un choix écologique dans l'idée de mettre en avant la priorité à la réduction du temps de travail, qui évidemment ne dispense pas de revaloriser les bas salaires. Mais peut-être on peut aller plus loin encore dans les finalités qu'on pourrait assigner à la réduction du temps de travail au vu des évolutions du travail au cours disons, des 2 ou 3 dernières décennies. Alors, en particulier donc de la montée de ce qu'on appelle la souffrance au travail, les risques psychosociaux qui sont engendrés, alors je le résumerai de façon très très caricaturale, mais qui sont engendrés par la domination croissante de la logique financière court-termiste et de l'organisation du travail qui va avec un reporting permanent, une standardisation croissante des tâches et des activités, une procéduralisation extrêmement poussée de l'ensemble des tâches, y compris des plus qualifiées. Voilà. Donc, c'est une perte de sens du travail qui est finalement ce que ressentent beaucoup de travailleurs aujourd'hui. Et donc, il faudrait, à mon avis, intégrer ces développements pour faire de la réduction du temps de travail un outil qui permette de reprendre la main pour les travailleurs, et leurs organisations, de reprendre la main sur l'organisation du travail. Alors, dans un premier point très rapide, je vais revenir sur l'expérience française des 35 heures. Et puis, ma deuxième partie sera plus prospective sur comment est-ce qu'on pourrait envisager une stratégie de réduction du temps de travail dans les années à venir. Alors, sur le bilan des 35 heures, il y avait plusieurs promesses dans la réduction du temps de travail. Il y avait la promesse de la création d'emplois et de l'augmentation du temps libre, du temps de loisir. Et ces 2 promesses-là ont été tenues dans une certaine mesure. Il y a eu environ 350 à 400 000 ou 500 000 emplois créés d'après les évaluations officielles. Et il y a eu effectivement une augmentation du temps libre pour beaucoup de salariés. Il y a eu d'autres promesses qui étaient implicites ou explicites pour beaucoup de gens, qui étaient notamment pour les militants syndicaux qui mettaient en avant la réduction du temps de travail, ou pour les militantes féministes qui en espéraient un meilleur partage des tâches domestiques, les militants syndicaux et politiques pensant que le temps libéré sur le travail pourrait être investi par les travailleurs dans des activités civiques ou associatives. Ces promesses n'ont pas été tenues. On n'a pas vu, suite à la réduction de travail, les enquêtes n'ont pas montré un meilleur partage des tâches domestiques ou un plus grand engagement des salariés dans la vie civique, associative ou syndicale. Et puis il y a eu des effets indésirables, comme l'intensification du travail, puisqu'il y a eu la suppression des pauses et l'accélération des cadences, d'ailleurs souvent encouragée par les pouvoirs publics comme une manière de financer la réduction du temps de travail. Il y a eu aussi un blocage des salaires pendant 1 ou 2 ans qui a occasionné des pertes de pouvoir d'achat. Donc, des résultats un peu contrastés sur cette dernière expérience historique qui date d'il y a 20 ans maintenant des 35 heures. Et on peut dire que ce qui a péché peut-être principalement dans cette expérience, c'est une vision abstraite du travail, comme une quantité à partager, et avec des calculs de productivité, modération salariale, exonération de cotisations, tout ça devant boucler dans un calcul macroéconomique savant. Mais on n'a pas du tout pris en compte le travail concret. Et par exemple, l'intensification du travail n'a pas été véritablement anticipée ni même posée comme problème par les pouvoirs publics et même par les organisations syndicales. Et du coup, ce qui reste quand même dans la conscience de beaucoup de travailleurs, c'est le fait que la réduction du temps de travail a été associée à une intensification, à une dégradation des conditions de travail. Alors, c'est sans doute injuste parce qu'en fait, la période, disons, la fin des années 90, début des années 2000, coïncidait aussi avec l'implantation massive du lean management, de la lean production dans les entreprises, et qui, elle, était un facteur d'intensification et qui a pu
être confondu avec les effets de la réduction du temps de travail. Mais enfin, quand même, il est clair que cette question de l'intensification et de la dégradation du travail n'a pas été débattue, n'a pas été posée lors de cette expérience des 35 heures. Et donc maintenant, si on veut repenser un peu la question de la réduction du temps de travail pour prendre en compte et peut-être mieux tenir les promesses que la réduction du temps de travail peut faire, dont elle est détentrice, moi j'aurais envie de suggérer l'idée de ce que j'appelle la réduction du temps de travail subordonné. Alors, ce serait quoi l'idée de la réduction du temps de travail subordonné? Ce serait l'idée d'une réduction du temps de travail subordonné, c'est-à-dire où on travaille pour le patron, et de dégager du temps de travail non subordonné dans l'entreprise, mais du temps de travail dans l'entreprise, mais non subordonné, donc où les travailleurs disposeraient de la possibilité de se réunir dans leur unité de travail entre collègues et de mettre en discussion ce qui va et ce qui ne va pas dans leur travail. Comment ils travaillent, pourquoi ils travaillent, pourquoi ils ne peuvent plus bien travailler, parce que ça, on voit bien, alors dans les enquêtes que je mène au ministère du Travail, on voit bien cette frustration assez massive sur la question de la reconnaissance, enfin, se reconnaître dans son travail, ou ce que Yves Clos appelle le travail empêché. Bon, quand on regarde en statique comme ça concerne à peu près 30 à 35% des salariés qui disent « je ne peux pas faire un travail de qualité ». Et en fait, ce n'est pas toujours les mêmes, mais globalement, c'est une aspiration. Alors, il y a aussi ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qui sont débordés, accaparés par des tâches imprévisibles. Il y a tous ceux qui disent qu'ils sont surchargés émotionnellement par leur travail. Enfin, on voit une multiplicité de facteurs de souffrance et de risques psychosociaux dans le travail qui, finalement, ne sont pas pris en charge ni par les entreprises, parce que les politiques de lutte contre les risques psychosociaux n'ont pas touché jusqu'à présent à l'organisation du travail. Elles s'intéressent essentiellement à la détection des personnes fragiles et au suivi des situations individuelles, mais pas du tout à l'organisation du travail, et ni non plus prise en charge par les représentants du personnel et les organisations syndicales. Et donc je pense que là, il y a vraiment une opportunité, il y aurait vraiment une opportunité de développer alors ce qu'on peut appeler des espaces de mise en délibération ou de mise en discussion du travail, avec l'idée que ce serait des temps autonomes par rapport au management. Donc des temps organisés par les représentants de proximité. Encore faudrait-il d'ailleurs restaurer ce qui a été supprimé par les ordonnances de 2017, notamment les CHSCT et les délégués du personnel, qui ont été fusionnés et donc supprimés, en fait, parce que fusionnés avec les comités socio-économiques. Donc aujourd'hui, en France, il n'y a plus de représentation de proximité dans les ateliers, dans les bureaux. Il n'y a que des instances centralisées au niveau des directions, des sièges. Donc ça supposerait bien sûr de restaurer donc cette représentation de proximité et de lui donner comme tâche d'animer cette délibération sur le travail, lors de laquelle les salariés seraient amenés et on sait qu'ils sont extrêmement demandeurs de pouvoir parler de leur travail. J'ai fait une étude sur les entretiens individuels d'évaluation. Vous savez que Christophe Dejour, père de la psychodynamique du travail, explique beaucoup que les entretiens individuels d'évaluation sont un outil de destruction de la santé au travail, de mise en concurrence des salariés, d'individualisation. Et moi, je me suis dit, je vais vérifier cette approche statistiquement en regardant comment se différencie la santé des salariés qui ont des entretiens individuels d'évaluation et celle de ceux qui n'ont pas d'entretien individuel d'évaluation. Et je me suis aperçu, à ma grande surprise, que les salariés qui avaient des entretiens individuels d'évaluation allaient nettement mieux que ceux qui n'en avaient pas. À condition qu'il n'ait pas d'objectif chiffré à atteindre. Vous voyez, donc c'est parce que ceux qui ont des objectifs chiffrés à atteindre et des entretiens individuels d'évaluation ne vont pas bien du tout. Mais ceux qui ont des entretiens et pas d'objectifs chiffrés vont nettement mieux. Et récemment, d'ailleurs, un autre économiste, un collègue, Éric Morin, a montré la même chose pour les enseignants. Les enseignants qui
subissent, entre guillemets, une inspection de leur travail par un inspecteur de l'Éducation nationale. Alors, ce n'est pas que leur santé s'améliore, on ne sait pas, mais en tout cas, les performances de leurs élèves s'améliorent dans les années qui suivent. Et pour moi, ça, c'est révélateur du fait que les travailleurs ont absolument besoin, et parfois l'inspection par un inspecteur ou l'entretien avec un supérieur hiérarchique est le seul moment où ils peuvent le faire, de discuter sur leur travail, de discuter sur la manière dont ils peuvent travailler correctement. Alors évidemment, c'est peut-être encore plus puissant si on discute entre collègues, entre pairs, et qu'on a le temps de le faire et les moyens ensuite de synthétiser cette discussion et de la présenter au management comme une base de négociation ou de revendication. En tout cas, je pense qu'il y a là une aspiration profonde des salariés à bien travailler, en tout cas à mieux travailler, aspiration qui pourrait être le support, me semble-t-il. Et alors, un certain nombre d'expérimentations menées notamment par des syndicats en France avec des chercheurs comme Philippe Dazy ou François Danielou, avec la CGT ou avec la CFDT, ont montré qu'effectivement, il y avait la possibilité de reconstruire des collectifs de travail, y compris avec des travailleurs avec des statuts très différents, mais concourant à la même prestation de travail, de reconstituer donc du collectif autour de cette question de comment et pourquoi on travaille, et pourquoi on pourrait mieux travailler. Voilà, donc voilà, concrètement, ça voudrait dire faire on pourrait prendre 1 heure par semaine ou 4 heures, une demi-journée par mois. Donc la CGT, par exemple, demande le passage à 32 heures. Eh bien, ça pourrait se passer sous la forme de ces 3 heures de réduction. Ça pourrait être 1 heure consacrée à du travail non subordonné. Donc, ce serait une demi-journée par mois, par exemple, pour discuter sous l'animation donc des élus de proximité, discuter avec aussi l'obligation pour les employeurs de répondre aux demandes et aux propositions faites par les collectifs de travail et de justifier leur réponse. Voilà, donc c'était un peu une réflexion un peu prospective, parce que je pense qu'on a aussi besoin de ça pour voir comment on se projette syndicalement, politiquement, dans l'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail. Il me semble qu'il y a là un enjeu majeur. Aujourd'hui, alors on a vu avec la crise sanitaire une explosion des problèmes de santé mentale. Nous, dans l'enquête qu'on a faite au ministère du Travail, on passe de 12 à 22% de travailleurs en présentant un symptôme dépressif, c'est-à-dire pratiquement un doublement. Et on voit que c'est très fortement lié à l'évolution de leurs conditions de travail. Ce n'est pas seulement la situation sanitaire générale, c'est aussi très fortement associé à l'évolution, à l'intensification du travail pendant la crise sanitaire, pour toute une série de professions qu'Annie a évoquées tout à l'heure. Donc là, on a vraiment une situation dans laquelle cette question de la santé au travail peut prendre, et notamment de la santé psychique, peut prendre une importance, prend une importance majeure, une importance vraiment de santé publique, un problème de santé publique majeur. Et il me semble que cette réduction du temps de travail subordonné pourrait permettre en partie de répondre à ces questions, de mettre en débat, alors non seulement la question des conditions de travail, de l'organisation du travail, mais aussi des finalités même du travail, c'est un débat qui a été quand même largement posé, en tout cas au début de la crise sanitaire. Est-ce que mon activité est essentielle? Est-ce qu'elle justifie que j'aille prendre des risques en me présentant à mon poste de travail au risque de contaminer ou d'être contaminé? C'est aussi une occasion donc de commencer à faire prévaloir une logique de soin, une logique de care dans le travail, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la nature. Ces espaces de délibération sur le travail sont un lieu où, me semble-t-il, pourrait émerger plus facilement et plus amplement cette préoccupation du prendre soin, et de ce fait peut-être aussi contribuer à la déstabilisation de la logique, on va dire, viriliste ou patriarcale de la production comme prédation, comme empreinte à la nature, comme emprunt jamais remboursé à la nature, et donc peut-être favoriser le fait que la réduction du temps de travail
puisse aussi avoir des impacts positifs sur les rapports de genre, voire sur la division domestique des tâches. Et enfin, je dirais que revivifier la démocratie au travail, j'ai aussi fait des travaux là-dessus, ça me semble aussi une piste majeure pour revivifier la démocratie politique, la démocratie dans la cité. C'est John Dewey, le grand philosophe américain de la démocratie, disait que la démocratie a deux lieux de fabrication principaux, c'est l'école et l'entreprise. Et en fonction des rapports pédagogiques, éducatifs qui sont donnés aux enfants, enfin qui sont construits avec les enfants dans l'école, et en fonction des rapports de production qui sont proposés aux travailleurs dans les entreprises, on développe ou pas les capacités démocratiques, je dirais même le goût pour la démocratie, dans ces deux sphères de l'école et de l'entreprise. Et moi j'ai pu montrer dans des travaux que un lien assez statistique, assez fort entre l'autonomie, le manque d'autonomie au travail et l'abstention aux élections, et aussi le vote d'extrême droite d'ailleurs. Il me semble qu'une des causes de la déshérence de la démocratie dans nos sociétés, une des causes, mais totalement négligée, il me semble jusqu'à présent, c'est pas la seule, mais c'est une cause largement négligée, c'est la dégradation du travail, notamment la perte d'autonomie des travailleurs dans leur travail suite aux changements organisationnels récurrents qui déferlent dans les entreprises et les administrations. Et donc il me semble que là, on aurait aussi un outil, une piste pour sauver ou sauvegarder ou restaurer le goût et la dynamique de la démocratie dans la société. Voilà, je vous remercie.